Bah Sylvie, je l'ai rencontrée dans le contexte professionnel, c'était une cliente, c'est-à-dire qu'on se voyait pour le boulot. Et moi j'étais en couple, j'étais marié, j'avais même une gamine qui était en bas âge, et donc j'ai pas vu venir le train, quoi. Alors rapidement quand même, on est sorti du cadre professionnel parce qu'elle m'a proposé qu'on se retrouve sur Facebook. On s'envoyait un message par jour. Et au bout de quelques mois, j'étais vachement accro le matin à arriver sur mon ordi et voir si j'avais un message ou pas, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire que quand même, il se passait un peu plus que de l'amitié ou de la relation professionnelle. 3 ans après, là c'était très beau, on s'est retrouvés dans sa bagnole sous un orage monstrueux, à se regarder les yeux dans les yeux pendant 3 quarts d'heure, c'était magnifique. Je me souviens de l'intensité du silence, là, là notre amitié était légèrement foutue. Je commençais à comprendre qu'on allait passer sur autre chose. Et puis, comme quand même je le vivais assez mal, parce que j'étais toujours en couple, et ben on est reparti sur de l'amitié pendant 2 ans, jusqu'à ce que je me sépare de ma femme. Et là, on a pu vivre notre histoire officielle, qui a duré que 2 mois, et qui a été extrêmement intense et carrément catastrophique, quoi. Elle était intense parce qu'elle était vachement liée à mon imaginaire, c'est-à-dire que physiquement, déjà, elle ressemblait à la femme de mes rêves. Elle avait une voix qui était envoûtante. J'étais amoureux de sa voix. Je me souviens qu'une de mes amies l'avait décrit comme étant un avion de chasse. Elle avait le ramage, elle avait le plumage, c'était une femme qui me faisait rire. Voilà. Et là où ça a commencé à s'effriter, c'est dans nos rapports intimes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'intimité devenait de plus en plus catastrophique. Et c'est là que je me suis dit que peut-être j'étais tombé amoureux de mon imaginaire, comme pas mal de gens, mais là ça devenait vachement visible, quoi. Il y avait de plus en plus de décalage entre la souffrance, ce qu'on vivait, qui était de moins en moins doux, apaisant, revivifiant, etc. Et je m'accrochais comme un fou au fait que bah non, c'est elle, c'est pas une autre, c'est la femme de ma vie, donc comment ça peut mal se passer, quoi, c'est pas possible. Et donc j'étais de plus en plus mal, quoi. L'incident déclencheur, ça a été une phrase. J'étais en train de perdre ma mère et donc j'étais au plus mal. J'avais besoin de tendresse et d'amour, tout simplement, et je me souviens d'une fois où j'étais revenu de Paris. J'arrive chez elle et visiblement elle n'était pas dans un mode très tendre, et devant ma demande de tendresse, mais qui n'était pas une demande sexuelle, j'avais juste besoin qu'on se prenne dans les bras, quoi. Elle me regardait un peu durement en disant « je suis pas une boîte à bisous ». Et donc là, ça a vraiment tout cassé, parce que je me suis dit, ah oui, si le moment où je perds ma mère, et je demande quand même pas la lune, je demande juste qu'elle me prenne dans ses bras, je me dis, si elle n'est pas capable de ça, là, effectivement, je peux pas compter sur elle, quoi. J'ai mis plusieurs minutes à me demander si j'avais bien entendu. Ça m'a coupé la chic, j'ai rien pu dire. Donc là, sans le savoir, elle m'a expulsé de l'orbite, quoi. C'était plus possible, quoi. Alors ensuite, ça veut pas dire que j'étais pas encore fou amoureux, mais j'ai déclenché la mise à feu et l'expulsion de l'orbite à partir de cette phrase-là. Ça a été comme un coup près. Alors à partir de là, j'ai décidé de rompre, et ça a été assez facile pour moi, c'est-à-dire que... Enfin, assez facile dans les faits, c'est-à-dire que j'ai plus donné de nouvelles, je n'ai plus appelé, je n'ai plus envoyé de texto, et c'était assez facile puisqu'on n'habitait pas ensemble et que on était chacun dans son appart, et que bon, moi j'étais pas mal en déplacement à ce moment-là. Donc ça a été extrêmement silencieux en fait comme séparation, jusqu'à ce qu'un mois et demi après, elle m'envoie un petit mail en me disant bon, j'imagine que c'est terminé. Et je lui ai juste répondu laconiquement que oui, j'étais triste de voir que ça collait pas entre nous. Donc j'ai mis un silence abyssal. Ça a été ma façon de faire. Oui, ça m'a fait souffrir, mais je savais que c'était la manière la plus efficace de la faire souffrir aussi. C'est-à-dire que c'était la seule manière de la marquer au fer rouge, dans le sens où elle était extrêmement douée sur un plan cognitif, communicatif, sémantique, et elle aurait de toute façon trouvé la manière de m'expliquer que si ça n'avait pas marché, c'était pas de sa faute. Donc le silence lui coupait tous ses atouts, et bien que ce soit dur pour moi, je savais que c'était la seule manière qu'elle continue à penser à moi. Donc c'était très paradoxal. Je me suis assigné un mode silencieux qui a été très dur à vivre, mais paradoxalement, je savais que c'était la seule manière de la marquer. Oh, c'était terrible. Je rêvais d'elle constamment. Je rêvais qu'on se retrouvait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle. Je pensais à elle constamment. Et ça a duré pratiquement 3 ans. C'était presque comme un jeu d'acteur, c'est-à-dire intérieurement un bouillonnement et extérieurement une
une chape de plomb absolue avec l'interdiction absolue que je m'infligeais, mais non, c'est pas que je m'infligeais, avec lequel j'étais en accord, de ne donner aucun signe de vie. Il y avait une vraie difficulté de proximité géographique aussi. On n'était pas très loin au niveau des habitations, on était à moins de 150 mètres. Mais la vie fait bien les choses. On n'avait pas les mêmes horaires et on s'est jamais croisés pendant 3 ans. Évidemment, tout le monde dans ces cas-là parle de synchronicité, c'est des la palissade, mais elle commençait une phrase, je la terminais. Il y a même une fois, on a joué au jeu de la télépathie, c'est-à-dire qu'elle m'a dit tiens, j'ai une blague à te raconter, et j'ai lu dans sa tête la blague que c'était. Donc je lui ai dit oui, je sais laquelle, et je lui ai raconté la blague. Et je voyais ses yeux qui s'agrandissaient parce que c'était effectivement la blague qu'elle voulait me raconter. Donc, il y avait une partie qui n'était pas fantasmée, qui était que réellement on était sur une proximité et une longueur d'onde qui était extrêmement troublante. La partie un peu plus ésotérique, c'est que devant cette proximité, j'étais tellement troublé que je suis allé voir des médiums, des guérisseurs, des gens qui sont des kinésios, des gens qui sont un peu plus à l'aise dans les dimensions, dans les choses qu'on ne peut pas vérifier. Mais tous m'ont raconté la même chose, et c'est là que c'est un peu bizarre, c'est que 4 médiums qui ne se connaissaient pas m'ont tous raconté qu'on s'était connus dans la vie d'avant, que c'était des histoires de flammes jumelles, etc. Sauf que dans la vie d'avant, ils m'ont tous raconté le même épisode, c'est-à-dire qu'on s'était apparemment, je l'avais vu mourir sous mes yeux, et que ça expliquait le côté très intense et profondément impossible de cette histoire, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte apparemment de rattrapage. Ça m'a fait du bien dans le sens où ça m'a prouvé que c'était une histoire hors norme, mais ça m'a fait du mal aussi parce que je pouvais pas le vérifier, et que ensuite j'ai eu l'impression de me construire ma légende, et la légende a cimenté un peu le fait que j'arrivais plus à m'en détacher, même quand il y avait plus aucun lien. Donc j'étais un peu tout seul avec mon imaginaire et mon histoire. Et ça a été dur. Oui, il y a eu des zones d'ombre que j'ai pas vues, évidemment. Très bizarrement, sur un plan sexuel, c'était une femme que j'arrivais pas à sexualiser. J'érotise certaines femmes, c'est-à-dire la partie pour moi érotique est inconsciente. Ce qui veut dire par là que on a certaines attirances, une érotisation qui se fait malgré nous, mais qui fait qu'on a un certain nombre de gens avec qui on a des choses à voir, et d'autres femmes avec qui on n'a rien à voir. Et puis par-dessus ça c'est mes mots à moi, une érotisation, c'est-à-dire une sexualisation consciente. Et cette partie-là, j'arrivais pas à la faire avec elle. Je me voyais pas faire l'amour avec elle. J'avais plutôt envie d'être dans ses bras, d'être constamment à côté d'elle. Je nous voyais plutôt nous tenir la main. Mais c'était un amour, en tout cas dans la façon que j'avais de me le représenter, qui était à peu près jamais sous forme sexuelle, sauf une fois où j'ai rêvé qu'on faisait l'amour, et donc des années avant qu'on le fasse. Et là, c'était vraiment un rêve d'une intensité incroyable, qui s'est retrouvé ensuite la première fois qu'on a fait l'amour, et où c'était d'une intensité extrêmement forte. Ensuite, ça a été la catastrophe. Et les zones d'ombre, j'aurais dû les voir, parce que une fois, j'avais senti mon bassin qui repartait en arrière, comme si j'étais expulsé par son corps. Ce qui était très traumatisant dans cette relation, c'est le rapport à l'absolu. C'est-à-dire que j'étais tellement persuadé que c'était elle. Elle correspondait tellement. J'avais rencontré la femme de ma vie, j'en étais persuadé, dans ses attitudes, dans sa voix, dans ses gestes, dans sa façon de rire, dans l'intensité qu'on avait dans nos échanges. Je me disais que ça ne pouvait être qu'elle. Et ce qui a été très dur à vivre, c'est de faire le deuil d'un absolu. Encore maintenant, j'en suis à collectionner les histoires et à me dire que je ne retrouverai jamais cette intensité-là. Donc c'est un deuil. C'est un deuil d'imaginaire et d'absolu. C'est les pires. Ça a détruit une confiance. Une confiance dans le fait que si on se comprend et qu'on est suffisamment proche, ça ne doit que forcément marcher. J'ai compris que ça n'était pas vrai. Et ça, c'est un deuil que je n'ai toujours pas fait. Je reste triste de voir que la personne dont je me suis senti le plus proche dans ma vie, c'est quelqu'un qui sera, jusqu'à preuve du contraire, éternellement absente jusqu'à la fin de ma vie. Ce que ça a détruit ensuite sur un plan physiologique, c'est que je me suis retrouvé malade ensuite, avec une prostatite, avec des choses très physiques. Bon, ça s'est reconstruit.
Mais ça a détruit une sorte d'innocence, de légèreté, voilà, ça a détruit ça. Alors qu'est-ce qu'elle m'a appris cette histoire? Elle m'a appris une chose essentielle, qui est que quand l'amour parfait, idéal, s'arrête, on se retrouve nécessairement à vivre un abandon, et on se retrouve en face de soi-même. Et ça, c'est absolument génial, longtemps après, des années après. Sur le coup, c'est juste insupportable. Mais j'étais obligé de m'occuper de moi-même, j'étais obligé de me donner de l'amour, sinon je crevais. Donc quand l'objet d'amour parfait s'en va et qu'il n'y a plus rien, on ne se définit plus, on ne vivait qu'à travers les yeux de l'autre, à travers les phrases de l'autre. On est une coquille vide, on n'est plus rien, on n'est même pas un nuage dans le ciel, on n'existe plus. Et donc on est obligé de prendre soin de soi, de passer par une phase égoïste, on est obligé de passer par une phase égocentrique, où c'est moi, et qui suis-je, et qu'est-ce que je veux dans la vie. Et donc elle m'a appris à m'occuper de moi. Elle m'a fait me retrouver. Mais ça a été un marquage au fer rouge. En tout cas, je crois que je ne m'aimais suffisamment pas pour me faire un amour impossible et extrêmement dur à ce point-là. C'est ça l'enseignement. C'est que je me suis créé un monstre parfait, dans le sens où je me suis créé l'image idéale de la femme parfaite pour moi, qui était en fait la femme parfaite qui ne m'aimait pas. Ou, en tout cas, avec lequel l'amour a été extrêmement destructeur. Et là-dessus, je fais le corollaire des années après, avec le manque d'amour que j'avais pour moi, le corollaire entre cet amour impossible que j'avais envers moi-même et le fait qu'il se soit matérialisé sous la forme d'une femme qui m'a fait vivre cet amour impossible. Pour moi, c'est très clair, mais ça passe par le feu. Ce que j'aurais envie de dire à Sylvie, c'est bon vent, sois heureuse. Et j'aurais quand même envie, mais très gentiment, de lui dire t'as quand même un peu merdé, quoi. Mais bon vent avant tout. Benoît, c'est vas-y, jouis, vis. Il y en a d'autres. Ouais, sois heureux et suis ta joie, quoi. Tout ça, c'est pas grave, c'est un jeu.